Bonjour à tous, Françoise Moleniana, chef de projet au comité Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand. Donc, je suis absolument ravie de vous avoir pour cette heure, que vous soyez présente à cette présentation des résultats de notre projet ECTA. ECTA étant l'acronyme d'un projet qui dure maintenant depuis un an et demi, signifiant écologie, conditions de travail en agriculture et agroalimentaire. Et dans le cadre de ce projet, nous avons exploré la question des conditions de travail dans la mise en œuvre de la transition écologique. Très tôt, avec le groupe projet, nous avons fait un focus sur la filière végétale. Le sujet est déjà vaste et donc nous l'avons restreint à ce monde du végétal qui est déjà immense en tant que tel. Donc, pour pouvoir travailler ce projet, un groupe de partenaires impliqués que je vais vous présenter, qui sont ici autour de la table et qui vont prendre la parole au fur et à mesure. Donc, du côté de l'ISARA, donc Valérie Demonte, qui est consultante, formatrice en performance industrielle et santé au travail, et qui travaille avec nous déjà depuis de nombreuses années. Et puis, Hélène Brive, qui est enseignante-chercheur en sociologie et évidemment sur ces questions d'agroécologie. Avec Valérie Binder, que vous ne voyez pas, qui est aussi derrière l'écran et qui nous accompagne depuis maintenant quelques mois sur la question de la capitalisation et de la formalisation des résultats de notre projet, dont je vous dirai un mot en termes de contexte et de problématiques dans un instant. Et puis moi-même, en tant que chef de projet au sein d'Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand. Avant de rentrer plus en détail dans le projet, je souhaitais passer la parole à Béatrice Baudot, qui nous accompagne depuis le début, qui est chargée de mission à l'ARACT et qui pilote, entre autres projets, ceux qui relèvent en région de l'appel à manifestation d'intérêt écologie et travail. Donc, je laisse la parole à Béatrice qui pourra vous en dire un petit peu plus. Merci à vous. La question des conditions de travail, qui est pour nous le cœur de notre action, était un peu invisibilisée sur cette question des enjeux écologiques. Donc, nous avons lancé en 2022, fin 2022, un appel à manifestation d'intérêt qu'on a intitulé Écologie et travail, qui visait en fait à instruire, documenter ces liens-là, ces relations-là. Et donc, voilà, avec l'ISARA et ARAG, nous avons pu échanger, on va dire, autour de ces questions-là. Et elles ont répondu à cet appel à manifestation d'intérêt qui était de niveau national et qui a embarqué 13 projets qui pouvaient aller interroger la question du travail sur les liens en termes, plutôt sur la thématique changement technologique et organisationnel, également sur la question des compétences, des parcours professionnels, la santé au travail notamment, et puis des enjeux de dialogue autour de ces questions. Voilà, donc ravi d'avoir été auprès du projet pour voir voilà, ce qui était instruit et également ce que ça a pu nous apporter. Donc un grand merci en tout cas à Françoise, Valérie, Hélène et bien sûr Valérie voilà, pour tout ce travail. Merci Béatrice. Et puis, il y a des résultats. Alors, avant de rentrer dans les résultats, quelques mots pour présenter cette étude et surtout son périmètre, hein. On voit bien que la thématique est large. Du coup, Valérie? Oui, donc bonjour à tous. Alors, présenter l'étude, donc Françoise l'a dit, cette étude c'est spécifiquement intéressée aux productions végétales pour limiter l'étude, mais elle s'est aussi intéressée à une zone qui nous apparaissait intéressante, qui est le lien entre les agriculteurs qui livrent des produits bruts aux entreprises de première transformation. Donc, ces entreprises de première transformation, c'est par exemple transformer du grain en farine ou des fruits en jus. Ce qui nous intéresse dans ces entreprises de première transformation, c'est qu'elles vont acheter directement aux agriculteurs ou aux coopératives agricoles des produits bruts qu'elles vont transformer. Donc, c'est le premier lien qui se fait dans la filière agroalimentaire. Ensuite, on sera sur du B2B ou du B2C, mais là, on est entre l'agriculture et l'agroalimentaire. Alors, ces productions végétales, on va les regarder en tant que telles, donc en tant que matière.
mais aussi en tant que relation, donc en relation humaine, relation à travers les cahiers des charges. Et puis, on va chercher les conditions de travail, que ce soit chez les agriculteurs ou chez les entreprises de première transformation. Alors, ce qu'on imagine chez les agriculteurs, c'est pareil, assez évident. Si on change les pratiques agricoles, on va changer le travail agricole. Mais sur les entreprises de première transformation, on imaginait aussi que recevoir la matière agricole, la trier, la, oui, la réceptionner, la mettre dans le système de production agricole, dans la chaîne de production, ça pouvait être impacté par la transition écologique. Donc, c'est ce qu'on a regardé et on s'est posé quelques questions. Donc, c'est la diapo suivante. Quelques de départ, en se disant, mais qu'est-ce qu'on va chercher dans cette question en particulier? D'abord, une première question très large, c'est quelles pratiques écologiques dans les entreprises de première transformation qu'on va regarder et dans les agriculteurs qui livrent ces entreprises? Quels ont été les moteurs ou les obstacles à l'adaptation de ces pratiques? Et quelles sont les relations nouvelles entre ces acteurs liés à ces transformations? Et puis, je vais voir quelle incidence de la transformation écologique sur les conditions de travail, donc je vous l'ai dit, d'un côté, du côté agricole et du côté entreprise agroalimentaire. Et on espérait, à partir de ces entretiens, de ces recherches, trouver des leviers d'action pour vous les présenter par exemple aujourd'hui ou pour les diffuser plus largement. Quels étaient les leviers d'action, les réussites qui permettaient à d'autres peut-être de se lancer dans cette transition et de profiter de l'expérience de ces premières entreprises. Voilà. Donc, comment on a fait exactement? Françoise va vous montrer comment on a Oui, enfin très, procédé. très simplement, en fait, une approche, en somme, pas plus originale que ça. C'était quand même basé sur l'observation et sur des entretiens, hein. Donc l'idée, c'est de comprendre le terrain quand on va chercher des pratiques. On va regarder le terrain. On a quand même, dans un premier temps, pour identifier un peu nos hypothèses, voir déjà qu'est-ce qui avait été écrit sur ce sujet, on a fait bien sûr une analyse documentaire. Et puis, on a conduit nos entretiens semi-directifs auprès de 14 personnes, réparties de la façon suivante: des agriculteurs qui fournissaient en direct ces entreprises de transformation, hein, donc l'amont agricole, 9 responsables d'entreprises agroalimentaires, et puis ce qu'on a appelé, nous, des experts, c'est-à-dire des personnes soit en situation de recherche, hein, qui font de la recherche, ou encore qui étaient avant en entreprise et qui aujourd'hui ont changé de statut en conseillant des agriculteurs et des entreprises sur cette question de transition. On a veillé à avoir un échantillon relativement large, hein, sur la question végétale, hein, donc aussi bien des fruits, des céréales, légumes, etc., différents types de transformation. Et puis, un point important à souligner, c'est qu'on a interrogé des responsables d'entreprise. Donc, on n'a pas été voir directement les conditions de travail des opérateurs. Donc, il aurait fallu les interroger, se rendre sur le site, hein, on aurait pu. Mais on est vraiment resté sur l'amont, donc sur la relation. Et cette relation, elle est surtout tissée entre les agriculteurs d'un côté, qu'on a rencontrés, bien sûr, et puis les responsables, alors soit des responsables d'achat, soit des responsables, des dirigeants d'entreprise, ou encore des responsables RSE. Donc voilà un petit peu notre méthodologie d'action. Et puis, on va se focaliser, l'étude d'ailleurs le fait, hein, on aura l'occasion de reparler du travail final et de la synthèse qu'on est en train de finaliser et qui vous sera d'ailleurs proposé, adressé. 4 points clés, hein, qui parlent de travail et qui parlent de lien justement entre l'amont et l'aval sur ce point de vue du travail. Et ça va nous amener quatre éléments qu'on va vous développer, alors évidemment de façon très courte puisqu'on n'a qu'une heure, mais qui seront développés donc dans le document, dans la synthèse que nous sommes en train de finaliser. Donc le premier point, c'est: de quoi parle-t-on quand on parle de transition écologique? De quel point de vue parle-t-on, hein, qu'en pensent les agriculteurs? Qu'est-ce que ça a comme sens pour eux, comme réalité pour eux et pour les entreprises? Concernant l'autre point clé, quid du travail, hein, et de l'évolution des compétences dans cette transition écologique. Ça pose aussi la question des relations entre les agriculteurs et les responsables, hein, des entreprises agroalimentaires.
Et puis un quatrième point qu'on a aussi approfondi dans le cadre de cette étude, la question de la relocalisation, donc de l'approvisionnement local et le lien qu'on peut faire entre cette question de la relocalisation et de la RSE. Donc là, on va partir sur le premier point, vision stratégique de la transition écologique. Merci Hélène. Oui, bonjour tout le monde. Voilà, merci pour la diapo. Donc, pour démarrer, finalement, c'est bien de se dire de quoi parle-t-on quand on parle de transition écologique des entreprises agricoles de manière un peu objective dans les filières végétales, en tout cas, parce que si on parlait de l'animal, ça serait plus compliqué. Mais dans les filières végétales, qu'est-ce que ça veut dire écologiser des pratiques agricoles? Il y a mille façons de le faire, mais en tout cas, ça veut dire quand même, basiquement, allonger les rotations des cultures, ça veut dire diversifier les cultures, ça veut dire réduire les intrants, toutes sortes d'intrants, y compris les pesticides que tout le monde connaît, diminuer le travail du sol, souvent, pour des raisons de carburant, mais aussi pour des raisons de fertilité, de préservation de la fertilité du sol et de sa biologie. Et puis, puisqu'on était en filière végétale, en fait, on a travaillé sur des filières grains et sur des filières fruits, typiquement. Et en culture pérenne, donc en fruits, pour ce qui nous intéresse dans l'enquête, écologiser, ça veut dire aussi une diversification des variétés. Ça va être euh, en- euh, employer des variétés qui sont plus résistantes, par exemple, à certaines maladies et qui vont pas être les variétés bien connues comme la jolie pomme que j'ai mis ici sur la diapo. Donc, on parle ici de changements de pratiques pour les agriculteurs qui sont systémiques, qui vont toucher tout leur système, qui sont techniquement complexes, qui sont moins sécurisés en termes de résultats. Et donc, on voit bien que, et c'était un peu une de nos hypothèses de travail, que cette écologisation des pratiques agricoles, elle entre en tension, ou en tout cas, théoriquement, elle peut entrer en tension avec les logiques industrielles qui vont préférer évidemment des volumes sécurisés, pas d'aléas et des produits le plus euh, standardisés possible, quoi, en fait. Et donc, cette écologisation, elle va nécessiter des co-innovations. Alors, les agronomes, mes collègues agronomes, ils parlent, ils ont développé la notion de, comment ils appellent ça, d'innovation couplée, pour dire qu'aujourd'hui, même quand on est agronome, bah, il faut s'intéresser, il faut embarquer les entreprises dans l'innovation, y compris sur les exploitations agricoles. Euh, dans nos entretiens, qu'est-ce qu'elles nous ont dit, les entreprises, en termes de quand on les interroge sur transition agroécologique, qu'est-ce que c'est leur stratégie, enfin, comment elles qualifient ça? Et en particulier quand elles parlent de la question de l'approvisionnement. Alors, il y a des références très diverses, multiples, pour parler de ce processus. On va parler d'agroécologie, d'agriculture régénératrice, d'agriculture biologique, d'agriculture de conservation, de haute valeur environnementale et d'autres choses encore, sachant que dans ces démarches-là, il y a des choses qui correspondent à des labels certifiés tels que l'agriculture biologique ou le HVE. Il y a d'autres choses qui sont des démarches qui sont pas soumises à une certification. Il y en a qui sont connues du public, il y en a qui ne le sont pas. Ce qu'on a vu, c'est que c'est
c'est plutôt les grands groupes alimentaires, type là j'ai mis, il y a Choc à Pic sur la diapo, c'est Nestlé, hein. C'est les grands groupes alimentaires qui vont se tourner vers plus vers l'agriculture régénérative, alors que dans nos entretiens avec des entreprises de la région qui sont plus de l'ordre de la PME, on nous a pas parlé de ça. Et on vous dira de quoi on nous a parlé plus précisément tout à l'heure. Françoise développera des éléments là-dessus. Euh, le label HVE, on a vu qu'il était très développé, qui est l'entrée en concurrence avec le label bio. On a vu aussi que certaines entreprises font le choix de pas se référer à ces références communes-là, mais d'inventer plutôt des labels propres à eux, des filières spécifiques avec leurs propres critères à eux. Ces critères-là, ils peuvent avoir des niveaux d'exigence très élevés. Ils peuvent avoir des niveaux d'exigence par palier. Donc, on peut faire des choses très spécifiques, très ad hoc, j'allais dire. Euh, mais on peut aussi se poser la question parfois de la place de ces filières-là dans certaines entreprises, quoi, qui peuvent être extrêmement, avec des critères d'exigence extrêmement élevés, mais très, très marginales du point de vue de leur place dans l'entreprise, quoi. Euh, Quelque chose qu'on a observé aussi, quelque chose qui nous a paru un peu différent entre les entreprises qui travaillent le bio et exclusivement le bio et les autres entreprises, même si elles ont une filière bio, c'est que quand on a une diversité de filières et de certification de filières ou de labels, ou même si c'est pas certifié derrière, mais avec des contraintes des exigences, plus exactement des exigences environnementales. Du point de vue du travail, on va juger que les exigences environnementales euh, apportent des exigences en termes de travail. Plus de traçabilité, des contraintes supplémentaires en termes de nettoyage, la séparation des produits en termes de stockage, etc. Alors que quand on est dans des entreprises entièrement en bio, ça nous paraît comme faire partie du travail, tout simplement. Et il n'y a pas cette notion de contrainte, en fait. Voilà. Bien. Donc, deuxième point, effectivement, c'est sur les modifications du travail et euh, que- qu'on a pu observer au travers de nos entretiens. La première chose qui nous est apparue, c'est que les entreprises avaient euh, besoin de se mettre à niveau sur leur connaissance des pratiques agricoles. Alors, c'est certainement que une certaine part de ces connaissances sont perdues. Certaines nous ont parlé d'un fondateur qui connaissait bien le monde agricole ou d'une personne, un acheteur qui est parti à la retraite. Donc, on a eu cette impression que cette connaissance des pratiques agricoles avait un petit peu disparu. Et je pense qu'elle avait aussi disparu parce que euh, les échanges entre l'agriculture et l'entreprise se faisaient souvent sur la base d'un cahier des charges lié aux produits. Donc, en fait, on s'intéressait aux résultats que ce que l'entreprise recevait comme produit. Donc, on avait des cahiers des charges sur la variété, hein, la variété, le calibre, voilà, ou des analyses physico-chimiques, mais qui se portaient au produit. Et on a même une entreprise qui nous a dit encore, moi, en fait, mon métier, c'est de transformer la matière. Le métier de l'agriculteur, c'est de la produire. Donc, en fait, je n'interviens pas sur ces pratiques. Donc, tant qu'on était sur un cahier des charges produit, on pouvait effectivement ne pas s'intéresser à la façon dont les agriculteurs produisaient le produit. Simplement, aujourd'hui, on a un transfert avec des cahiers des charges qui vont porter sur des pratiques agricoles. Comme l'a dit Hélène, quand on veut faire un cahier des charges maison, eh ben, on doit y mettre ses propres critères, donc savoir qu'est-ce qu'on veut mettre, notamment sur le travail du sol, sur pourquoi pas des haies, sur des variétés.
Et donc, ça suppose de connaître ces pratiques agricoles. Alors, plusieurs façons, au travers des différents entretiens, on a pu voir plusieurs façons de faire rentrer cette connaissance dans les entreprises agroalimentaires ou les entreprises agricoles. La première chose, c'est de former des personnes en interne sur l'agroécologie. Donc, soit ce sont des formations un peu généralistes sur l'agroécologie qui vont toucher un comité de direction, qui vont toucher des chefs de service, soit on a des choses plus spécialisées pour des personnes qui vont être en lien avec les agriculteurs, par exemple des acheteurs de matières ou des conseillers. Les entreprises peuvent aussi recruter une personne formée. On l'a vu chez un agriculteur qui a recruté à temps partiel, enfin en temps partagé, un agronome pour l'aider à prendre des décisions qui peuvent être un peu complexes. Hélène l'a dit aussi, ces pratiques sont plus complexes et nouvelles pour certains. Et donc, elles demandent une personne formée. Les entreprises agroalimentaires aussi recrutent parfois des agronomes euh, ou des personnes formées et créent des postes qui peuvent s'appeler, par exemple, responsable agroécologie ou responsable filière. Pour d'autres, elles vont davantage se rapprocher des organismes extérieurs. Alors, on nous a reporté que c'était plutôt des entreprises de grands groupes parce que ça coûtait relativement cher. Mais donc, cette compétence agronomique, cette compétence en agroécologie, la méthodologie va être apportée par des experts extérieurs qui apportent avec eux aussi des outils, comme par exemple des indicateurs, l'indicateur de régénération qu'on peut trouver. Donc ça, c'est la première chose, un besoin de connaissance des pratiques agricoles. Alors on a observé aussi sur la diapo d'après que ces pratiques amenaient des contraintes. Donc Hélène en a parlé, la traçabilité, c'est une contrainte qui est apparue très clairement pour les entreprises agricoles ou pas qui commençaient à intégrer une partie de bio, des choses comme ça, donc tout ce qui était séparation. Mais les autres, il a fallu qu'on leur pose la question et malgré cela, ils ne nous ont pas présenté la traçabilité comme une contrainte. Il faut savoir que c'est surtout pour les agriculteurs que ça devient une contrainte, la traçabilité en elle-même, mais aussi les audits qui vont suivre. Et donc, l'agriculteur qui nous a dit le nombre d'audits, je crois qu'on était à 7 ou 8 audits par an, c'est à la fois pour ces agriculteurs beaucoup de temps et de l'argent aussi. Donc, si l'entreprise agroalimentaire arrive à mutualiser, à payer aussi certains de ces audits, ça va faciliter l'adhésion des agriculteurs. On a aussi cette idée que la contrainte, elle va venir du fait que on n'est pas sûr du résultat. Hélène l'a dit, je rebondis là-dessus. Comme on n'est pas sûr du résultat, on va faire des tests sur une petite partie de l'exploitation agricole ou sur une variété particulière. Bon, voilà. Donc, pourquoi on fait des tests? Parce qu'en fait, on n'a pas de retour d'expérience suffisant pour être sûr. Donc, on va tester. Alors, qu'est-ce qui se passe quand ça ne fonctionne pas? Eh ben, si on n'a rien prévu, c'est totalement perdu pour l'agriculteur ou pour l'entreprise agroalimentaire, mais essentiellement pour l'agriculteur. Et du coup, on se rend compte que euh, les personnes qui vont oser davantage sont les exploitations en polyculture et élevage ou les entreprises qui ont une solution pour gérer des déclassés. Alors, ça va être des déclassés, par exemple, qui vont aller à l'alimentation animale. Et pareil pour les exploitations, si on fait un essai et qu'il n'est pas concluant, ça peut aller à un forage pour les animaux. On va aussi trouver des entreprises qui ne sont pas monoproduits, vont avoir plus tendance à innover aussi parce qu'elles sont déjà habituées à faire 3, 4, 5, 10 produits et pourquoi pas un 11e. Ce qui va être plus difficile pour les entreprises qui sont très optimisées sur un produit. Ensuite, un point important sur la diapo suivante, c'est l'évolution des compétences qu'on a pu observer. On nous a souvent dit que finalement, les contraintes, le fait de ne pas pouvoir utiliser des solutions rapides de type, pour l'agriculture, ça va être utiliser un pesticide, pour l'entreprise, ça va être utiliser un produit de nettoyage un peu fort ou un insecticide, par exemple, pour du stockage. Le fait de ne pas pouvoir utiliser ces solutions rapides vont demander plus de compétences. Plus de compétences pour aller voir sur le terrain si on est en train de voir un risque apparaître, aller aussi être capable
voilà, ouais, de voir les problèmes, donc de les connaître quelque part. Ça peut être pour l'agriculteur de connaître davantage les maladies plutôt que de faire un traitement systématique. Et pour les entreprises en agroalimentaire aussi, regarder davantage la matière. Donc, utiliser davantage ses sens, observer, goûter, toucher, en plus des analyses. Donc, on n'était pas tout à fait habitué à ça, c'est revenir à un contact avec la matière. On a aussi besoin de formations peut-être un petit peu plus longues. Donc, on était un peu dans une idée de standardiser les savoirs à tel point qu'une personne pouvait être remplacée par une autre. Et là, on retrouve l'idée d'une compétence qui est acquise peut-être avec un temps un peu long, qui a connu des années plus difficiles en termes, par exemple, de météo, ou qui a l'habitude d'avoir des variations d'une année à l'autre. Et donc aussi, sur ces compétences-là, on a aussi l'idée d'une polyvalence si on s'éloigne du schéma des monocultures ou des monoproduits. Donc une connaissance qui sera un peu plus élargie sur les produits ou sur les process de production. Donc voilà, le dernier point qui découle un petit peu de ça, c'est qu'on a vu que certaines entreprises avaient repensé le modèle de production. S'éloigner du système très cadré qui veut cadrer la matière première indépendamment des aléas climatiques, indépendamment de ce qui pourrait arriver et qui demande toujours une variété, une qualité parfaite avec des critères très exigeants. Je pense que les aléas climatiques, le changement climatique a aussi fait repenser les choses, et donc pour trouver une certaine robustesse et d'être capable de traiter une matière première qui ne serait pas euh, pile dans ce qui avait été demandé. Du coup, on peut retrouver aussi pour les salariés une certaine marge de manœuvre, donc avec des décisions à prendre, avec, donc je vous le disais tout à l'heure, de l'observation, une connaissance et du coup les décisions à prendre. Donc un petit peu moins exécutant d'une chose qui a déjà été planifiée, mais plutôt observateur d'une situation et capable de prendre des décisions. Hop, voilà. Et donc, le dernier point, c'est d'être capable d'élargir son niveau d'acceptabilité. Pas facile pour les entreprises d'accepter des variétés différentes. On ne sait toujours pas faire de la compote avec autre chose que des pommes jaunes. Et aussi accepter des variétés qui sont peu utilisées en agroalimentaire, peu de quantité. Je vous parlais tout à l'heure de tester. Bah, si on teste en agriculture, il faut aussi qu'on puisse aller jusqu'au bout de la filière. L'inquiétude le point de vigilance que je mettrais là-dessus en termes de santé au travail, ce sont que, à travers quelques verbatims, on a eu le sentiment que pour certaines entreprises, pour certains salariés, les situations peuvent être compliquées parce que ces contraintes, cette transformation agroécologique peut ne pas correspondre à certains salariés, peuvent venir par exemple de la décision stratégique d'un dirigeant, et les entreprises vont se retrouver en porte-à-faux quelque part avec leurs idées. Je vous ai mis un verbatim là, les contraintes sur la matière première sont telles qu'on ne peut plus se dépanner ailleurs parce qu'on demande absolument une matière qui soit par exemple locale ou qui soit d'une certaine variété. Et de la même façon, en R&D, quand une entreprise a décidé de travailler, par exemple, sur le plan, Ah, il n'est plus question d'utiliser des produits exotiques ou, dans d'autres entreprises, gérer du stress. Voilà. alors, un autre point clé de nos enquêtes autour des relations entre agriculteurs et entreprises et la question de comment ces agriculteurs sont accompagnés par les entreprises. Chose qu'on n'attendait pas forcément non plus, qu'on n'avait pas forcément imaginé à ce niveau-là en tout cas. Euh, donc, on a bien vu on a bien compris que c'était un enjeu fort, un enjeu majeur pour les entreprises de sécuriser leur approvisionnement en quantité et en qualité, d'être en mesure de planifier les réceptions, d'anticiper les volumes, évidemment,
Et ça, Je Valérie, connectais pas parce elle que en j'avais a pas le déjà lien en parlé. fait. Fallait s'inscrire. J'avais zappé. Ah, ça, par contre, ça oblige les entreprises à s'intéresser, ça les amène à s'intéresser au travail des producteurs. Euh, et ça, effectivement, on a vu aussi que la dimension locale, évidemment, elle est facilitante de ce suivi, enfin d'une relation de proximité là aussi avec les agriculteurs. C'est pas toujours le cas. Des fois, il y a certaines entreprises qui nous ont parlé de relations historiques avec de très long terme avec des producteurs qui sont très loin. Mais c'est sûr que si on travaille avec des producteurs en proximité, ça va faciliter ces liens. Euh, Cet enjeu de sécuriser la pro, on nous a aussi beaucoup parlé en fait de l'aléa du changement climatique qui fait peur. Et d'autant plus quand on essaie de le croiser avec un approvisionnement local. Là aussi, on repère qu'il y a une petite tension à ce niveau-là, entre deux formes d'écologisation finalement, enfin, entre une volonté d'écologisation en allant vers du local et la sécurisation de la pro avec le changement climatique. Donc, c'est un enjeu pour nos entreprises de fidéliser leurs producteurs, d'encourager la production, les volumes. Et ça passe par des mécanismes et des dispositifs et ça prend des formes très diverses. Ça peut être tout aussi bien par des choses que je qualifierais d'informelles, hein, c'est-à-dire de soigner la relation avec la relation personnelle avec les producteurs à plein d'autres choses jusqu'à de la contractualisation, c'est-à-dire de l'engagement pluriannuel euh, avec les producteurs. Et là aussi, on a vu que la contractualisation, j'allais dire, elle pouvait être formelle ou informelle. Enfin, elle peut être plus ou moins serrée, quoi. Une autre chose qu'on a vue, c'est que euh, les entre... quand il y a cahier des charges, ce sont les entreprises qui sont porteuses et demandeuses de cahier des charges pour intervenir sur la production. Comme l'a dit Valérie, pas seulement sur le produit, mais sur la manière de le produire. Que ce soit des cahiers des charges, encore une fois, nationaux ou des cahiers des charges plus maison. Que lorsque il y a ces exigences finalement qui sont mises en place par l'entreprise ou qui sont proposées, elles s'accompagnent d'incitations financières. Elles vont s'accompagner, elles vont accroître encore le suivi de la production par l'entreprise et aux différentes étapes de la production. C'est parfois un suivi extrêmement rapproché, y compris avant même, pour ce qui est des productions annuelles, avant même ce qu'on appelle la mise en terre, hein, c'est-à-dire qu'est-ce que vous implantez cette année? Qu'est-ce qu'on peut espérer comme volume? À quelle date? Etc. Quelle variété surtout? Et aussi, encore une fois, Valérie en a parlé, les audits et les contrôles qui sont nécessaires à partir du moment où il y a des cahiers des charges. Donc, derrière ce type de relation avec les producteurs, on a observé tout un panel de fonctionnement qui vont en fait de l'accompagnement des producteurs jusqu'à une prescription de leur travail qui peut être assez serrée et voilà et qui fluctue je dirais d'une entreprise à l'autre et même peut-être d'un producteur à l'autre quoi ou d'une filière à l'autre en fonction des cahiers des charges dans les entreprises. Excusez-moi.
Et tout ça, ça passe, ces accompagnements et ces prescriptions, finalement, ça passe par tout un tas de choses là aussi différentes. Ça peut être, certaines entreprises ont carrément dédié des personnes à cet accompagnement. Parfois, c'est simplement, entre guillemets, j'allais dire, enfin, c'est une fonction supplémentaire de la personne qui est en charge des achats, mais parfois, c'est un technicien qui est dédié. Parfois, c'est une équipe entière, une petite équipe de techniciens qui est dédiée avec un conseil technique souvent individuel des producteurs. Ça passe aussi par des outils numériques de suivi, des outils ad hoc hein, qui sont créés, des outils de suivi et de communication pour que les agriculteurs puissent déclarer en ligne des opérations culturales, des quantités, des prévisions, des choses comme ça, et des outils aussi de communication en direct avec l'entreprise. Ça peut passer aussi, ça peut aller aussi jusqu'à de la fourniture de matériel, notamment je pense à des exemples de fourniture de plants pour s'assurer que les producteurs vont bien implanter les variétés dont j'ai besoin. Eh bien, je vais faire de l'achat groupé pour les fournir aux producteurs. Et puis parfois de l'aide à l'investissement ou de l'aide à, oui, à de l'investissement pour faciliter certains équipements techniques chez les producteurs. Diapo suivante, qui je pense n'est pas pour moi. Et le Françoise, je quatrième, te oui. passe la parole. Oui, oui, mais rapidement, parce qu'il y a tellement de choses déjà qui ont été dites. C'est vraiment faire un focus sur la question de la RSE, parce que beaucoup d'entreprises nous en ont parlé. Toutes sont engagées, alors à des degrés divers, à des maturités diverses, sur l'ISO 26030. Donc c'est pour ça que je voulais juste faire un petit focus, notamment sur la question de ce qu'on appelle communauté et développement local, ce qu'on appelle couramment dans les entreprises, ce qu'on appelle l'ancrage territorial ou l'ancrage local des entreprises. Et dans cette question de la RSE, quand l'entreprise va sur cette certification, alors il n'y a pas que RSE, hein, évidemment, on nous a beaucoup parlé parce qu'on a des entreprises qui relèvent plus de la RSE, dont font Bicorp, etc. On a aussi la question de relations et conditions de travail. Alors, pas forcément traitées en même temps, de façon simultanée, de façon intégrée, mais il nous apparaît vraiment du point de vue des entreprises, et c'est vraiment une tendance qu'on a aujourd'hui, c'est la question du local. C'est vraiment revenir sur de l'approvisionnement local. On était plutôt tout à l'heure sur l'approvisionnement sans forcément faire le focus sur le local. Et c'est clairement et explicitement donné dans la RSE pour diverses raisons comme une bonne pratique. Et on a beaucoup d'entreprises aujourd'hui, notamment, qui ont développé un service de l'ancrage local, etc., et qui essayent de renouer du lien, hein. Donc, c'est la question de la relation, parce que derrière la question de la relocalisation sur la diapo d'après. Derrière, on ne voit pas uniquement la question du sourcing, hein, de l'approvisionnement local de la matière première, mais on voit aussi la relocalisation des relations. Et c'est là-dessus qu'on a beaucoup je vais dire, d'espoir, parce qu'on voit que les choses bougent très vite pour accompagner des entreprises un peu sur la durée. On a vu arriver aujourd'hui de plus en plus hein, cet indicateur qui est le pourcentage d'appro local et qui est un indicateur aujourd'hui, alors soit en termes de volume, soit en termes de kilomètres, etc., peu importe. En tout cas, c'est un indicateur qui est suivi et sur lequel il peut y avoir vérification, contrôle. Et donc, ça re-questionne toute la relation, alors évidemment au consommateur, à travers cette valeur du local qui est très forte, qui est universelle et qui est déjà démontrée qui est très documentée hein, par plusieurs recherches, études, etc. Ça redonne également la relation au territoire, hein, avec un intérêt de l'entreprise, de son rôle. Évidemment, il l'avait déjà hein, sur le dynamisme économique, mais aussi sur de la préservation de savoir-faire, d'identité locale, sur la résilience des territoires, hein, dans sa capacité à diversifier aussi ses sources d'approvisionnement, à créer de nouvelles filières qui sont demandées justement par les transformateurs, dans sa capacité aussi à s'adapter au changement climatique, et ça permet de créer des boucles vertueuses comme ça d'économie locale. Et puis on a aussi depuis quelques années le rôle prégnant des projets alimentaires territoriaux
territoriaux qui alimentent hein, ce lien et qui alimentent cet approvisionnement local. Et puis, alors, on vient de le voir, bien sûr, toute la relation qui est renouvelée aux producteurs, qui est plus resserrée, plus étroite, avec une vraie volonté de soutenir des producteurs locaux et de développer justement ces partenariats. Là, j'ai juste un petit verbatim qui était très intéressant, hein, qui disait que nos fournisseurs, maintenant, du coup, deviennent plus importants, plus précieux hein, que nos clients. On peut pas se permettre de les perdre. Hein. Donc, voilà, un intérêt que l'on voit de plus en plus. Donc pour les défis, hein, les défis, alors on en a déjà cité plein. Qu'est-ce qui nous reste comme défi? Il y a la question, alors on a parlé de contractualisation, bien sûr, mais derrière, il y a justement la question de construction du prix. Ça amène toute la question de la juste rémunération et de l'intégration des coûts de production hein, dans le calcul du prix négocié, du prix d'achat. Là-dessus, beaucoup de travaux. On a parlé de contractualisation et puis en face, bah, des fois se pose aussi la question dans le défi de l'autonomie de l'agriculteur qui veut pas forcément, pour certains, hein, ce qui n'est pas le cas pour tous, hein, qui veut pas forcément aller dans une contractualisation trop verrouillée, hein, perte d'autonomie quelque part. Il y a, on l'a vu, un approvisionnement des fois pour des variétés qui ont des qualités bien précises, hein, donc un approvisionnement très qualifié, et du coup voilà, difficulté de s'approvisionner par ailleurs, et puis cette gestion de la variabilité, je reviens pas là-dessus, les compétences, bien sûr, changement organisationnel, on en a parlé. La question du sens du travail et d'attractivité, on nous en a parlé pour quelques entreprises qui ont la chance de ne pas avoir, je pense plus d'ailleurs que c'est pas qu'une question de chance, ça c'est aussi la façon dont elles amènent aussi leur management et comment elles préservent la fidélisation de leurs salariés. Il y a aussi la question du sens du travail et de l'attractivité. Certains nous ont dit qu'effectivement, pour des salariés, travailler dans une entreprise qui est attachée au local, qui est attachée à leur territoire, ça fait sens pour elles. Ces salariés sont donc plus enclins à y rester. Et puis, on a vu la question des investissements partagés. Et tous ont aussi quand même souligné que le fait de travailler dans de l'approvisionnement local, eh bien, on avait aussi des normes et des certifications qui étaient françaises, européennes, et que des fois, c'était plus difficile que sur des certifications qu'on allait voir, qu'on avait ailleurs. Et autre difficulté souvent mentionnée, c'est que compte tenu de ce que disait Hélène, hein, les aléas climatiques font que parfois on ne peut pas compter sur une culture qui va être grêlée, par exemple. Eh bien, il faut avoir plusieurs fournisseurs. Donc ça, pour l'entreprise, ça les oblige à avoir cette diversification de fournisseurs, donc plusieurs cahiers des charges, plusieurs producteurs, etc. Voilà pour ce lien entre relocalisation et RSE. Donc, on arrive sur la dernière partie, là, sur ce lien entre transition écologique, impact sur le travail. On va le faire rapidement et on va garder un petit peu de temps pour permettre notamment aux entreprises qui ont participé à l'étude que j'ai pas nommée, mais elles peuvent se nommer si elles veulent intervenir ou faire un commentaire. On aura la possibilité, j'espère, de pouvoir les entendre. Du coup, sur cette dernière partie, Hélène, transition et impact sur le travail, je te redonne la parole. Oui, en bref, si on peut dire. Ce qu'on a pu observer, c'est d'abord de manière très générale, c'est que ça n'est pas le travail qui est le moteur d'une transition enfin, d'une transition écologique, pardon, pour les entreprises qu'on a interviewées. Euh, que pour certaines entreprises, transition écologique, excusez-moi, transition écologique et travail, ce sont deux dossiers, si je puis dire, qui sont traités en silo. Pour d'autres, pour une minorité, ça sera des sujets qui sont tous les deux importants et qui avancent ensemble. Mais en tout cas, le travail n'est jamais la raison pour laquelle on veut opérer une transition écologique de l'entreprise. Autre point clé, enfin, que vous aurez compris à travers notre présentation, c'est que c'est la conscience qu'on ne peut pas faire de transition dans ces entreprises de transformation sans une meilleure compréhension
du travail sur les exploitations agricoles. Donc, ça veut dire tout ce qu'on a dit auparavant, hein, changement, intensification des relations. Ça ne veut pas dire que avant c'était complètement occulté, mais que en tout cas, il y a plus de choses à prendre en compte. Ça, c'est sûr. Et encore plus, je dirais, avec la volonté de relocaliser l'approvisionnement, cette volonté aussi de sécuriser les filières, ça va avoir cet impact sur un renforcement des relations avec les agriculteurs. Et non seulement des relations, mais enfin, je le dis comme ça, mais de prescription sur le travail des agriculteurs, de négociation et de prescription sur le travail des agriculteurs. Donc là aussi, c'est peut-être pas quelque chose de complètement nouveau, mais c'est quelque chose qui est largement renforcé par une transition écologique, une volonté de transition écologique. Alors, pour enchaîner, ce qui a été très positif dans notre étude, c'est que nous avons eu plusieurs entreprises qui ont montré des- 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 une, une façon de contourner les contraintes qu'on pouvait imaginer de l'écologisation et que certains d'ailleurs mettent en avant en disant je ne peux pas parce que c'est trop contraignant et je ne peux pas parce que économiquement ça ne serait pas rentable. Et je pense que ces exemples-là, on va le citer comme dit Françoise, mais en tout cas, donne l'idée qu'il est possible, alors certainement plusieurs années, hein, parce que ce sont des entreprises qui ont réfléchi depuis longtemps, qui ont cheminé, mais qui sont arrivées aujourd'hui à une situation qui est à la fois très avancée en termes d'écologisation et qui sont plutôt des réussites économiques aussi. Par contre, ce qu'on a vu et ce que je pense qu'il faut conserver, c'est une coexistence voilà, d'une diversité incroyable, à la fois pour ce qui a été moteur de la transition. Ça peut être un bilan carbone, ça peut être le choix d'aller vers du Planet Score, donc plutôt orienté consommateur, parfois plutôt orienté oui, client, demande client, parfois un objectif lié à l'entreprise elle-même, à son ADN. Donc, que ce soit sur les moteurs ou sur les façons de faire, on a trouvé beaucoup de variétés et des entreprises voilà, qui s'appuient sur des choses qui sont très différentes euh, pour structurer une démarche parce que il y a dans l'écologisation beaucoup d'incertitudes. Et donc, s'accrocher à certains référentiels, par exemple, ou certaines pratiques vont peut-être aider les entreprises à avancer sur l'écologisation, qui est quand même, on l'a dit au départ, un petit peu flou, hein. Donc, certains s'appuient sur des certifications euh, liées aux produits, comme HVE par exemple. D'autres vont s'appuyer sur des certifications plus générales liées à l'entreprise, dans lesquelles on va trouver des choses sur l'écologisation. Au global, la question qui reste posée, c'est l'impact sur le travail. Euh, L'hypothèse de départ pouvait être qu'on pensait pouvoir observer des modifications directes sur le travail liées à la matière, liées pourquoi pas au conditionnement, liées à une variabilité qui serait difficile à gérer. Mais des entreprises n'en parlent pas, en tout cas spontanément. On a dû interroger les entreprises. Ce n'est pas ce frein-là qui est arrivé en premier, plutôt celui dont on vous a parlé aujourd'hui, de changements sur les audits, sur la certification, sur la traçabilité, voilà, ces contraintes-là, mais rien directement sur le travail qui pourrait être plus pénible pour les opérateurs qui ont à traiter cette matière première. Voilà, on a un petit temps pour les questions, 5 minutes On ou arrive plus. au bout. Juste avant les questions, vous dire que vous serez destinataire évidemment du PowerPoint, vous serez destinataire également du replay de la visio et que vous serez destinataire aussi de la synthèse, enfin plus qu'une synthèse d'ailleurs, du document de capitalisation, donc qui vous donnera plus d'éléments, plus de citations, plus d'arguments sur les sujets qu'on vous a présentés. Voilà. Du coup, il nous reste 5 minutes. Si certains qui se reconnaissent veulent prendre la parole, c'est à vous. S'il y en a d'autres qui ont des questions, c'est à vous aussi.
N'hésitez pas. Ou certains veulent apporter des nuances. Avec le micro, c'est mieux. Dans le chat, peut-être une... Non, c'est bon. Vas-y, Béatrice, Ouais, voilà. si tu veux. Oui, eh ben, du coup, un grand merci d'avoir rassemblé et fait la synthèse voilà, de toute cette matière que vous avez recueillie. Moi, je trouve intéressant d'avoir effectivement cette vision sur du coup la transformation du travail, non pas qui se joue au poste de travail, mais plus globalement au sein de chaque acteur, entreprise ou agriculteur en termes de process, mais surtout en fait ce qui se joue dans l'interrelation et qui du coup on voit aussi comment les choses quand même peuvent se transformer et on va dire modifier des pratiques existantes. Donc euh, déjà, enfin ça, enfin en tout cas pour moi ça rend visible cette transformation du travail là et qui est importante. Et après, peut-être effectivement sur les questions de santé ou de poste de travail, ça mériterait d'être complété en fait par des actions au plus près, on va dire, de ces postes de travail et des opérateurs, tant sur les aspects santé, mais aussi certainement compétences. Mm. On imagine bien que si, on va dire, on va dire la prescription est un peu forte autour de la matière, du produit, parce ils essaient de faire avec la variabilité, mais ils essaient quand même de la contenir. Voilà, donc quelle modification de la qualité de cette matière première et du coup quelles incidences ça a en termes aussi dans la transformation, dans la compétence de cette transformation. Enfin voilà, donc je trouve que ça ouvre, en tout cas, ça éclaire de mon point de vue ce qui se joue et du coup ça permettra certainement d'aller plus loin autour de ces questions qui font enjeu. Donc voilà, merci beaucoup. Merci, Béatrice. Oui, Monsieur Picard, pas de souci. J'ai dit que tout était envoyé, pas de souci. J'ai vu votre message. Eh bien, écoutez, merci. Est-ce que vous avez un autre nom? Personne ne veut prendre la parole. Ben, écoutez, je pense on va clore notre webinaire. Et puis, merci d'avoir été présent jusqu'au bout. Et puis, alors, écoutez, à bientôt pour la suite, puisqu'apparemment, il faut qu'on continue à creuser ce projet qui est largement encore devant nous. Hein, on n'a pas encore mesuré tous les effets. Et il y a des perspectives je ne sais pas si elles nous enchantent, en tout cas, elles nous stimulent. Et on aimerait bien voir d'ici quelques années comment ça tourne, hein, comment ça peut aller dans le sens à la fois d'une seule santé, hein, celle de l'environnement, celle des salariés, celle des consommateurs, etc. Et voir la convergence de toutes ces routes. Ben, merci à vous tous et puis à très vite, à très bientôt. Je crois que Françoise, Bonne fin de journée. Béatrice, Valérie, j'ai oublié quelque chose, vas-y. non, je crois que Béatrice voulait dire quelque chose, il me semble, non? Ben oui, enfin, je sais pas, il y a Monsieur Post aussi Ah, pardon, j'ai pas vu. je sais pas, comme il a mis sa caméra, peut-être qu'il veut prendre la parole. Mais effectivement, j'avais une question en tout cas vers vous, de vous dire, voilà, vous avec voilà ce que vous avez découvert par cette étude, aujourd'hui, quelles sont, on va dire, les trajectoires d'interrogation que vous auriez envie, on va dire, d'investiguer plus avant, en fait, et qu'est-ce qui a, on va dire, principalement retenu peut-être votre attention? Hum, moi, je Je crois qu'il pense est... que, enfin, je pense qu'on devrait creuser quelques réussites, notamment sur les trajectoires de ces entreprises-là. Pas seulement, pas seulement sur les faits, mais aussi sur la réflexion, sur les partenariats, parce que souvent, il me semble que ce sont des entreprises aussi qui sont très ouvertes
sur l'extérieur. Donc l'idée que tout seul, on peut difficilement faire la transition écologique. Et donc, il faut s'ouvrir à d'autres producteurs, des experts, peut-être une diversité aussi dans l'entreprise. Et donc, je trouve que, bon, voilà, une des pistes, ça serait ça, de voir quelles sont, à partir des réussites, quelles Les sont conditions. les conditions et notamment en explorant cette idée d'ouverture et cette idée aussi de robustesse, c'est-à-dire ces entreprises qui ne sont pas hyper pointus, dans un sens de restreint, mais qui sont là aussi capables de, 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 tra- de- ouais, de traiter cette variabilité qui de toute façon arrivera, soit par choix, soit par contrainte, par les changements climatiques. Eh bien voilà, écoutez, s'il n'y a pas d'autres interventions, on va peut-être pouvoir fermer. On est dans les temps, à 2 minutes près, mais on a commencé avec 5 minutes de retard. Voilà. Eh bien, bonne soirée à vous, Merci, bonne soirée Bonsoir, aussi. et puis merci encore. merci. Au revoir. Au revoir.